Alors, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour conclure cet après-midi d'échanges qui, j'imagine, ont été très riches sur le thème de la confiance et des identités numériques. Je voudrais remercier l'Axel d'avoir organisé cet événement. Je pense que le timing était tout à fait approprié. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, je ne pense pas, mais il se trouve que c'était particulièrement d'actualité. Et bien sûr, je tiens à remercier l'ensemble des participants de cette rencontre, dont le thème est à la fois actuel, je viens de le dire, mais aussi de manière plus générale complexe et extrêmement stimulant. Je pense que vous avez tous signalé, souligné à quel point ce sujet est stratégique, à la fois pour notre économie et puis pour les droits et libertés auxquels nous sommes attachés. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus guère attendre pour répondre aux enjeux posés par ces questions, et c'est le message que je suis venu vous transmettre aujourd'hui. Vous verrez que le gouvernement s'est déjà saisi, partiellement, en tout cas peut-être pas de manière exhaustive, mais s'est déjà saisi du problème. Je souhaite enfin rappeler que le numérique, ce sont d'abord de nouvelles libertés pour nos concitoyens, pour s'exprimer, pour échanger, pour innover. Ce sont des libertés que nous devons protéger. J'ai confiance dans notre société pour tirer le meilleur d'Internet, et je ne pense pas qu'Internet soit un espace de sauvageon, entre guillemets, comme il a été et est parfois encore trop souvent décrit ou caricaturé. Et donc je crois que nous devons collectivement lutter contre cette idée, bien sûr, tout en renforçant la confiance de nos concitoyens. Le numérique nous offre, je crois, aujourd'hui un certain nombre d'outils pour y parvenir. Alors la société et l'économie numérique que nous souhaitons reposera sur la confiance dans les apports d'Internet et du numérique. Alors tout d'abord, je voudrais bien sûr saluer la qualité du baromètre de la confiance des Français dans le numérique qui est réalisé par l'IDAT pour le compte de l'Axel et de la Caisse des dépôts. Je crois que ce baromètre offre un panorama très complet des perceptions et du climat de confiance des usagers vis-à-vis du numérique. Un exercice particulièrement utile et peu souvent mené. Je crois qu'à ce titre, il doit être éminemment salué, ainsi que l'ouvrage qui l'accompagne aujourd'hui. Cette troisième édition du baromètre apporte une profondeur et un recul qui sont nécessaires pour comprendre les usages du numérique aujourd'hui. Je sais que la Caisse des dépôts s'appuie beaucoup sur ces résultats pour objectiver ses besoins et pour définir son action, et je ne peux bien sûr qu'y souscrire. Que nous apprend ce baromètre ? Une évidence, la confiance reste le levier essentiel du développement de l'économie numérique. Pourquoi ? Eh bien parce que désormais notre vie en société se passe aussi en grande partie croissante sur Internet. Les chiffres du baromètre sont particulièrement révélateurs puisque 90% des interrogés déclarent avoir consulté leur compte bancaire sur Internet et la même proportion a acheté en ligne des produits ou des services au cours des 12 derniers mois. Enfin, 3/4 des internautes sont inscrits sur un réseau social. Or, malgré la diffusion du numérique, on assiste, vous l'avez vu dans les chiffres, à un certain fléchissement de la confiance. Alors peut-être est-ce une tendance un peu générale, mais en particulier dans le numérique, pourquoi la confiance fléchit-elle ? On pense immédiatement, bien sûr, à l'utilisation abusive des données, au piratage de comptes bancaires ou à l'accès par des inconnus à des données privées. Le principal frein aux usages des services en ligne, c'est, et ça reste, le manque de confiance sur l'offre et les préoccupations liées à la captation des données. Parfois, même malgré une forte défiance vis-à-vis de certaines offres, l'usage reste très massif. Paradoxalement, usage ne rime pas forcément avec confiance. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en particulier sur la fréquentation des réseaux sociaux. Cette observation doit, je crois, nous interpeller. Les chiffres de fréquentation et d'audience ne doivent donc pas faire illusion, car si la confiance n'est pas durablement acquise, certains modèles d'affaires peuvent rapidement être menacés. La confiance ne se décrète pas, elle se construit sur le long terme, et notre objectif est qu'aucun Français ne renonce au numérique par manque de confiance. Cela doit passer par une grande pédagogie des usages numériques, comme le recommande l'ouvrage « La relation numérique de confiance ». Il y va de la responsabilité de chacun, fournisseurs de technologies, éditeurs de services, pouvoirs publics, de contribuer ensemble à la consolidation d'un écosystème global de confiance. Alors comment l'État intervient-il pour garantir et pour renforcer la confiance numérique ? Le contexte sociétal, économique et juridique appelle une gestion efficace des identités numériques des internautes. La question de l'identité est à la fois centrale et très complexe quand on parle de confiance numérique. Le baromètre le montre, chaque Français a plus de 16 identités différentes en ligne en moyenne. Certains y voient un obstacle au développement des services en ligne, c'est sans doute le cas, mais cela montre aussi la pluralité de l'identité de chacun. En tant que personne, je n'ai pas qu'une identité inscrite sur mon état civil. Comme tout le monde, je suis une personne différente pour mes amis, ma famille, mes collègues, mes collaborateurs, pour mon garagiste, pour l'administration, que sais-je.
Et dans la vie quotidienne, chacun apprécie cette protection qui consiste à ne pas tout dévoiler de manière uniforme à tout le monde et à être différent selon les occasions et selon les contextes. Ce gouvernement s'efforce de mettre fin à une vision simpliste d'Internet qui a trop prospéré au cours des dernières années, vision qui ne correspondait pas à ce qu'attendent les Français. Je crois qu'il faut vraiment prêter attention aux usages de nos concitoyens, ne pas les bouleverser, tout en organisant et en structurant l'offre d'identité en ligne et, élément fondamental, améliorer progressivement la gestion de la sécurité. Et puis enfin, il y a une question évidente de souveraineté et de maîtrise de ces identités en ligne. Aujourd'hui, les géants de l'Internet, ne stigmatisons personne, investissent la question des identités numériques en pensant d'abord aux usages et à l'ergonomie. 70% des Français ne leur font pas confiance, mais 80% les utilisent. Il y a donc, je pense, un risque à dépendre ainsi d'acteurs autonomes qui appliquent d'abord une législation qui n'est pas la nôtre. La gestion des identités numériques devient donc un enjeu crucial, allant bien au-delà de la sphère régalienne, pour être compatible notamment avec les avatars numériques qu'impose l'usage des applications de l'Internet dans le respect de la vie privée. Face à cela, face à cette problématique, nous adoptons une approche nouvelle. Il faut cesser de tergiverser et avancer vers une solution efficace. Ce gouvernement entend se saisir du problème, combler ce manque et jouer un rôle de catalyseur. Et pour cela, nous intervenons à 4 niveaux pour faire aboutir cette ambition. Le premier niveau, c'est de mettre en place une stratégie d'identité numérique pour l'État, inscrite dans la feuille de route du gouvernement pour le numérique et qui est pilotée par le secrétariat général à la modernisation de l'action publique, le SGMAP. Comme vous le savez, le SGMAP a lancé une large consultation sur l'identité numérique soumise à l'ensemble des acteurs concernés. Le baromètre le confirme bien, 62% des Français acceptent, voire attendent, la transmission d'attributs d'identité entre administrations pour simplifier les démarches. Je reviens de Suède il y a un petit mois et déjà l'administration là-bas a fait d'énormes progrès en attribuant, ça va peut-être un petit peu loin pour une culture latine comme la nôtre, mais en attribuant un identifiant unique à l'ensemble des entreprises et des citoyens qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs démarches, publiques et parfois même privées, grâce à cet identifiant. Et c'est une source évidemment de simplification considérable des démarches, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient d'ordre commercial. Le gouvernement fixera donc prochainement un plan d'action pour le développement de services d'identité numérique sécurisés et respectueux de la vie privée qui pourront être déployés dès 2014. Le deuxième niveau, c'est de renforcer la labellisation, voire la certification de certains produits. C'est l'objet du projet IDENOM qui a été lancé le 11 mars dernier, auquel vous avez fait allusion, et dans lequel l'État a investi au titre du programme des investissements d'avenir. Je pense que cette démarche de labellisation de dispositifs d'identité numérique qui peuvent être adoptés tant par les fournisseurs de services numériques que par les utilisateurs, est une clé pour l'Internet de confiance que nous souhaitons mettre en place. À ce stade, le projet concerne la labellisation, et j'entends déjà certains demander la certification, pour assurer pleinement le niveau de sécurité souhaité. Cette question de la sécurité est essentielle et je suis convaincue qu'un projet comme IDENOM y contribuera largement. Je suis aussi vigilante sur le projet de règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, qui a été présenté par la Commission fin 2012 et auquel là aussi la table ronde a fait allusion. Nous avons proposé un certain nombre d'amendements sur les exigences de sécurité qu'il faut imposer. Je sais enfin que nous avons des champions nationaux dans le secteur. Leurs atouts technologiques doivent bien sûr être valorisés autant que possible. Le troisième niveau concerne la protection des données personnelles. Alors là, je ne vais pas revenir sur les débats récents, mais je pense qu'il est important de souligner que la France a en la matière une longue tradition de protection des données, qu'elle est très impliquée dans les débats européens pour aboutir à un règlement équilibré entre la protection des personnes et le développement de l'innovation. L'équilibre est très difficile à trouver, mais je crois que c'est indispensable pour garantir la promotion, le développement, le déploiement de l'économie numérique en Europe. Je crois également que la question des transferts de données, dans le cadre notamment des négociations avec les Américains de l'accord de libre-échange, devront être examinées avec une particulière vigilance. Enfin, dernier niveau, le renforcement de la confiance dans le numérique passe aussi par la mise en place d'infrastructures sécurisées. Une concentration croissante du secteur numérique autour de quelques géants du numérique induit un réel risque d'hégémonie économique et peut-être même culturelle. Et si nous ne faisons rien, la dépendance aux fournisseurs extra-européens risque d'être accrue, que ce soit en termes de puissance de calcul ou de stockage des données. Nous avons vu récemment les risques que nous prenons en la matière.
Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, déjà des champions. Nous soutenons des projets de taille critique pour faire émerger des acteurs nationaux, pour renforcer la compétitivité et restaurer la souveraineté numérique de la France. C'est le sens des projets soutenus par la Caisse des dépôts dans le cadre du programme des investissements d'avenir, là aussi, CloudWatt et Numergy. Enfin, le SGMAP, lui encore, pilote la modernisation des systèmes d'information de l'État autour d'infrastructures modernes dans le nuage, sur lesquelles s'appuieront les services d'identité de l'administration. Voilà, pour conclure, si la sécurité des systèmes d'information et la confiance des internautes ne sont pas assurées, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'aucune économie moderne ne pourra prospérer. Je pense qu'il n'est pas utile d'insister sur ce point. Cette confiance ne s'impose pas aux internautes. Nous devons mettre en place un cadre référentiel de confiance numérique, activer les leviers que le baromètre nous aide d'ailleurs fort utilement à identifier. L'engagement du gouvernement sur le sujet, il est absolument total, comme le souligne la loi sur le numérique annoncée par le Premier ministre lors du séminaire gouvernemental de février dernier et qui sera vraisemblablement présenté au Parlement en 2014. Depuis une dizaine d'années, les lois sur Internet ont visé plutôt à civiliser ou à contrôler Internet. Je pense que ça n'a pas aidé forcément à construire cette confiance. Quand la défiance est au plus haut niveau de l'État, il ne faut pas s'étonner qu'elle ne se diffuse pas à l'ensemble de la société. Nous poursuivons un objectif qui est radicalement inverse. Cette loi vise au contraire à créer et sécuriser les conditions de la confiance sur Internet et dans le monde numérique, en respectant les droits des personnes, bien entendu, mais en garantissant aussi un cadre qui stimulera notre économie numérique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je pense que vous y contribuerez tous aussi. Merci. Peut-être si dans la salle il y a une ou deux questions pour Madame la Ministre. Madame, au fond. Bonjour. D'abord, ça fait plaisir de voir une femme dans les intervenants. Ouais, j'ai fait aucune remarque sur le panel tout à l'heure. Bon, moi, je mets les pieds dans le plat. J'ai une petite question, c'est concernant les réflexions au sujet de la confiance dans tout ce qui touche à l'éducation. Notamment, je ne sais pas si un jour il y a pour les bulletins de notes ou des choses en ligne ou dans les échanges entre professeurs et élèves. Est-ce que vous menez des réflexions sur cette question-là ? Ouais, je pense que ce n'est pas une question spécifique à l'éducation. Je pense que notamment en matière de santé, par exemple, c'est absolument indispensable pour avancer. Moi, je considère qu'il y a actuellement des chantiers qui sont à la fois majeurs pour améliorer le service à nos concitoyens, réduire la dépense publique, mais également structurer des filières industrielles. Donc l'éducation, c'est un exemple. C'est évident qu'il y a là des gisements de croissance et d'amélioration de la formation et de la pédagogie pour les élèves, mais c'est la même chose pour la santé. Et là, c'est également quelque chose d'extrêmement important que de pouvoir garantir la confiance des données de santé, même peut-être encore plus qu'en matière d'éducation. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles jusqu'à présent, des chantiers comme le dossier médical personnalisé sont un petit peu bloqués parce que justement pour pouvoir établir les standards de garantie de protection des données, de maîtrise par le patient de ses propres données, à qui il les diffuse, qui peut les consulter, etc. Donc toute la réflexion que nous avons actuellement sur la notion de cloud souverain ou de coffre-fort numérique tourne autour justement de cette confiance que nous devons pouvoir assurer dans le cadre des services publics, mais pas seulement. Je pense que pour les banques, c'est également essentiel. Pour un certain nombre de services, c'est également essentiel. Et donc, dans le cadre de la réflexion sur la mise en place de ces services, éducation, santé, mais également commerce en ligne, je pense que c'est la même logique qui préside et qui vise à garantir un très haut niveau de sécurité des données, à la fois dans leur stockage, dans la soumission aussi des personnes qui seront amenées à traiter ces données, enfin des acteurs économiques qui seront amenés à traiter ces données ou à les héberger, à soumission plutôt à la loi française ou en tout cas à des réglementations auxquelles nous aurons consenti dans le cadre de notre pacte social et politique. Donc je crois que c'est pour ça qu'en réalité tout le débat qui a lieu actuellement sur le transfert des données, sur les questions qui tournent autour de Prism, nous renvoie à ça, c'est-à-dire comment faisons-nous en sorte aujourd'hui, alors que les serveurs, les data centers sont partout dans le monde, que nous mettons des données personnelles en permanence sur
sur des sites, sur des plateformes dont nous ne savons pas très bien après comment elles traitent ces données. Je crois qu'il y a un véritable enjeu de savoir à quelle législation, à quelle réglementation ces données sont soumises, quel degré de protection s'exerce sur ces données. Et donc, oui, dans le cadre des réflexions que nous avons sur l'e-éducation, sur la e-santé, sur les fichiers souverains également, bien sûr, sur le cloud administratif, hein, le fisc détient aussi un certain nombre d'informations qui n'ont pas vocation à se promener d'un data center à l'autre autour de la planète. Nous avons une réflexion sur la manière de sécuriser au mieux ces données. Donc c'est effectivement un élément très important du développement des usages. Excusez-moi. Dans le cadre de la confiance numérique, on va pouvoir... excusez-moi, donc Arnaud Dubois d'Imiotis. Dans le cadre de la confiance numérique, on va pouvoir faire de ce qu'on appelle le 100% numérique. Donc rentrer dans ce qu'on appelle dans la dématérialisation complète. Est-ce que l'État... où en est l'État dans ce process? Parce que c'est très important et il y a des économies aussi énormes à faire. Est-ce que vous avez calculé un peu les économies éventuelles ou pas? Je pense qu'il doit y avoir, je ne peux pas vous donner des chiffres là comme ça, mais je pense qu'il doit y avoir des calculs qui ont été faits. On a déjà quand même pas mal progressé en la matière. Quand vous prenez l'exemple de la déclaration fiscale en ligne, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, enfin pour ceux qui en tout cas déclaraient par papier, il y avait tout un tas de pièces justificatives à fournir. C'est plus le cas maintenant quand vous déclarez en ligne, où vous êtes dispensé de fournir un certain nombre de pièces justificatives à l'appui de votre déclaration. Donc il y a déjà de la dématérialisation au sens où vous n'avez plus besoin de donner des exemplaires papier de documents en ligne. Nous essayons de le faire aussi dans le cadre de la démarche de simplification des relations entre l'administration et les entreprises pour faciliter, pour éviter déjà les redondances et puis pour accélérer les démarches. Il reste un petit sujet, c'est que cette démarche, cette généralisation de la démarche de dématérialisation, en tout cas de l'administration, se heurte aussi parfois à la fracture numérique, c'est-à-dire que vous avez encore un certain nombre de territoires où nos concitoyens ou les collectivités locales n'ont pas forcément accès à, je ne parle même pas de très haut débit, mais au haut débit, et donc où se pose le problème de la dématérialisation, par exemple, des procédures de marché public. J'ai rencontré il y a peu de temps des collectivités, une mairie située en milieu rural où en fait la mairie n'a pas accès au haut débit et donc a dû déclarer caduc un appel d'offres parce que les entreprises avaient répondu par mail et la mairie n'a juste pas pu ouvrir les pièces jointes. Donc il faut bien sûr accélérer la dématérialisation parce que c'est un gain de temps, l'empreinte, je pense que l'empreinte environnementale s'en trouvera aussi améliorée et ça sera plus simple, plus facile et plus rapide. Mais ça ne peut aller de pair qu'avec la résorption totale de la fracture numérique qui existe encore et qui empêche certains de nos concitoyens ou de certaines administrations ou certains services publics d'avoir accès à ces procédures dématérialisées. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons l'intention d'accélérer le déploiement du très haut débit dans le cadre du plan France très haut débit dans les zones qui sont mal loties en haut débit. Mais oui, ça fait bien partie du sens de l'histoire en tout cas et c'est ce qu'il faut que nous puissions faire. Je crois qu'il y avait une troisième question là, monsieur, non ? Vous avez cité l'exemple suédois où il y avait un identifiant unique pour les entreprises et pour les particuliers. Alors, j'ai vu le représentant de la CNIL réagir, comme moi d'ailleurs, parce que la loi informatique et liberté aujourd'hui interdit cela. Est-ce une piste que vous creusez ou bien est-ce que c'était un exemple? Non, c'était vraiment ça comme un exemple parce que objectivement, ça repose sur un consensus social qui est complètement différent du nôtre, sur une tradition et sur une culture qui sont totalement différentes du nôtre. Je vais vous donner juste un exemple et vous allez tout de suite comprendre pourquoi ça n'est pas, à mon avis, transposable. Donc, ce n'est pas uniquement lié à ce numéro, mais en Suède, par exemple, vous avez la faculté, et la délégation avec laquelle j'étais était sidérée d'entendre ça, de demander les revenus de votre voisin de palier, par exemple, à l'administration, à une administration, je ne sais plus laquelle c'est, si c'est l'administration fiscale ou une autre. Et donc, vous pouvez demander ces revenus, et votre voisin va recevoir une petite lettre indiquant que vous avez fait la demande de consultation de ces revenus. Alors... Donc ça, bon voilà, alors, il y a évidemment certains Suédois qui disaient oui c'est quand même un petit peu intrusif, etc. Quand ils nous ont expliqué ça, tous les Français faisaient une tête extrêmement étonnée et ça on n'imagine pas une seule seconde. Enfin,
déjà, vous voyez les débats que suscite la loi sur la transparence, hein, on peut en discuter pendant longtemps, mais voilà, ça repose vraiment sur des cultures de la transparence, de l'ouverture. Mais je suis sûre en même temps qu'en Suède, personne n'en abuse, c'est-à-dire que personne ne le fait pour vérifier. Je pense que je suis pas persuadée que les gens en abusent forcément, mais ça repose sur des mentalités, des cultures qui sont extrêmement différentes. Et donc c'est vrai, par exemple, que l'identifiant unique, pour eux, c'est une source de facilitation. Ils sont extrêmement contents, par exemple, quand ils vont pour les entreprises, en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple parce qu'ils peuvent régler toutes leurs problématiques de relations avec l'administration grâce à ce numéro sans avoir à produire des pièces, des bilans, etc. Donc tout est stocké dans des coffres-forts numériques et ils n'ont pratiquement jamais de pièces justificatives à fournir, seulement à actualiser année après année. Mais donc c'est quand même une source de simplification. Mais c'est vrai que ça repose sur une tradition qui est extrêmement différente de la nôtre. Donc pas d'identifiant unique en projet, ni de consultation du salaire du voisin en projet ici. Merci, je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Bien, cette conférence est à présent terminée, donc il me reste une dernière fois à vous remercier pour votre participation et vous inviter à prendre un rafraîchissement dans le hall d'entrée situé au rez-de-chaussée. Merci.